Salam alaikum, mes chers amis, bonjour. Nous allons traiter aujourd'hui l'épineuse situation et douloureuse que vit le personnel soignant et le patient lui-même au niveau du pavillon des urgences, étant donné que le malade, jusqu'ici en possession de toutes ses capacités motrices, peut se retrouver handicapé à jamais. Il s'agit en effet du traumatisme du rachis. Quelles sont les causes à l'origine de cette situation handicapante, alarmante? Bien, il s'agit des accidents de la route, véhicules automobiles ou motocycles, des chutes, et particulièrement chez le sujet âgé, des plongeons en eau peu profonde et qui malheureusement sont assez fréquents dans notre pays, qu'il s'agisse de ceux qui arrivent au niveau des oueds en période de printemps ou d'automne, ou de ceux qui arrivent au bord de la plage en période estivale. Ce sont aussi les actes de violence, ce sont les accidents sportifs et enfin les accidents de travail. Alors, j'avais dit que c'est une situation alarmante et elle est d'autant plus alarmante qu'elle est aussi fréquente. Alors, selon le rapport de la National Statistics Center aux États-Unis, en l'an 2020, eh bien, il y a eu plus de 17 000 cas de traumatisés de la colonne vertébrale, du rachis, en 2020, et ceci, le chiffre est peu différent, il est annuel. Et ce sont près de 294 000 personnes avec traumatisme de la colonne vertébrale qui vivent aux États-Unis. Donc, au sein de la population, il y a plus d'un quart du million qui est porteuse ou qui a souffert ou qui a été victime d'un traumatisme de la colonne vertébrale. Le sexe masculin est beaucoup plus atteint, 3 quarts des cas et 1 quart donc pour le sexe féminin. L'âge de prédilection est compris entre 30 et 40 ans et un âge moyen est donné, c'est celui de 43 ans. Les enfants sont peu victimes des traumatismes du rachis et ils représentent 5% de la totalité de ces patients. Aux États-Unis, l'incidence des traumatismes ou des blessés de la colonne vertébrale a été étudiée et en exemple, en 2012, il était de l'ordre de 54 pour 1 million d'habitants. Encore un chiffre pour souligner la gravité et la fréquence et le nombre important de ces accidents, de ces blessés médulaires, bien, on estime à quelques 6 000 décès par an et 5 000 nouveaux cas chaque année. La répartition au niveau de la colonne vertébrale, les atteintes cervicales représentent 45 à 55% de l'ensemble des traumatisés de la colonne vertébrale. Le segment dorsal ou thoracique représente 20% avec une fréquence accentuée, le siège le plus fréquent étant au niveau de D11, D12, alors que le siège le plus fréquent au niveau cervical est au niveau de C4, C5. Le siège thoracolombaire, sa fréquence est de l'ordre de 15%, et enfin le siège lombosacré, sa fréquence est de l'ordre de 10%. Quels sont les mécanismes qui aboutissent à créer des lésions de la colonne vertébrale et éventuellement de la moelle épinière? Les mécanismes sont des mécanismes en hyperflexion, comme on le voit sur cette image, en hyperextension, comme on le voit ici, compression verticale, distraction, ou encore appelée Hangman's fracture, comme on le voit ici, c'est la fracture des pendus, rotation ou translation extrême
de la colonne vertébrale ou du corps, comme on le voit aussi sur cette image. Alors, se créent des lésions vertébrales, des lésions discales, des lésions ligamentaires, et qui vont s'accentuer parce qu'il peut y avoir un traumatisme vasculaire, une ischémie et une hypoxie du tissu médulaire, donc le tissu de la moelle épinière. Et enfin, il y a parfois des morts cellulaires irréversibles au niveau de la moelle épinière. Alors, dès que l'on reçoit un blessé médulaire au niveau du pavillon des urgences, des questions s'imposent. On peut être moralement foudroyé parce que le malade respire mal et qu'il faut l'assister sur le plan respiratoire, éventuellement intubation, assistance respiratoire, et l'intubation doit être prudente parce que mettre la tête en hyperextension afin d'intuber peut aggraver des lésions cervicales. Alors, les principales questions sont: y a-t-il des désordres, une atteinte médulaire ou une atteinte de nerfs radiculaires? Ceci, c'est l'examen clinique qui le précisera. Le rachis, y a-t-il des lésions osseuses? Et la colonne vertébrale est-elle stable ou instable? Parce que là aussi, dans le cas d'une instabilité, être imprudent dans le transport du malade, dans la mobilisation du malade, peut aggraver les lésions. Et enfin, dès cette étape, alors ce sont les examens radiologiques qui vont préciser la présence ou non d'une instabilité. Et après cet examen radiologique, va se poser le problème de la prise en charge, traitement conservateur ou traitement chirurgical agressif. L'examen clinique est d'une importance particulière. Les données de l'examen clinique vont dépendre de la sévérité de la lésion et de sa localisation. Une tétraparésie ou une tétraplégie lorsque l'atteinte est cervicale. La tétraplégie, c'est la perte totale de la motricité au niveau des 4 membres, de la sensibilité au niveau des membres et du tronc, et aussi de la perte du contrôle sphinctérien. Le choc spinal, nous en parlerons par la suite, c'est cette interruption, j'allais dire momentanée, physiologique, pas anatomique, de la conduction nerveuse, et il y a un rétablissement des fonctions 48 heures à 72 heures plus tard. Au niveau cervical, l'atteinte centrale de la moelle épinière par un mécanisme d'hyperextension, l'atteinte aussi antérieure de la moelle épinière, du rachis aussi par un mécanisme de flexion. Au niveau dorsal, lorsque l'atteinte est thoracique et dorsale, l'examen clinique révélera une paraplégie si la lésion est complète ou une paraparésie en cas de lésion incomplète. Et enfin, lorsque la lésion intéresse les niveaux D12, L1, L2, on peut avoir un syndrome du cône terminal, et si la lésion intéresse les niveaux L3, L4, on peut avoir un syndrome de la queue de cheval. Alors, la motricité, suivant le ASIA score, ou ASIA, American Spinal Injury Association, la motricité est gradée de A à E. Il y a donc 5 grades, A, B, C, D, E, A étant le plus grave, avec une atteinte complète de la motricité et de la sensibilité en deçà du niveau de la lésion vertébrale et de la lésion médulaire et du dermatome qui correspond. Le grade B,
c'est une atteinte moins sévère, mais qui reste sérieuse, avec une sensibilité qui est préservée en dessous du niveau de la lésion, mais la fonction motrice est perdue. Le grade C, c'est une conservation de la motricité en deçà du niveau de la lésion, mais avec plus de la moitié des principaux muscles qui sont de grade 3 sur ce score ASIA. Le grade 2, un peu moins sévère, et on arrive au grade E, enfin, qui révèle une sensibilité et une motricité tout à fait normales. Voilà, ici, le grade E, le grade A le plus grave, et le grade A avec, je répète, une atteinte de la motricité et de la sensibilité totale, avec un niveau de lésion qui correspond à la vertèbre lésée et au médulaire lésé, et entre le E et le A, ces 4 stades B, C, D, qui sont des atteintes moins sévères. Comment scorer ces atteintes motrices? Au niveau de chaque extrémité, 5 muscles principaux vont être scorés. Alors, 4 extrémités, 5 muscles, cela va nous donner 20 scores. Et chacun d'entre eux, chacun de ces muscles va être scoré sur 5, ce qui nous donne les 20 muscles. Je répète, 5 au niveau de chaque extrémité, il y a 4 extrémités, cela nous fait 20 muscles, et chaque muscle est scoré sur 5, cela nous donne un total de 100. Et le grading de la fonction motrice va, lui, de 0, une atteinte totale, à 5, qui est une motricité normale. L'examen de la sensibilité, elle est scorée de 0 à 2, sachant que le niveau 0 est le stade le plus sévère. Il y a insensibilité, anesthésie. Le niveau 1, la sensibilité est altérée, et le niveau 2, la sensibilité est normale. Alors là aussi, donc 0, 1, 2, ce qui est rapporté là sur la colonne de droite. Et nous avons donc, on explore les dermatomes de C2 jusqu'à S5, ce qui va nous donner un total de 112. Bon, c'est un examen qui est très fin, on n'a pas le temps de le faire au niveau du pavillon des urgences, il faut avoir une attitude efficace, la sensibilité à tous les modes et essentiellement à la douleur ou au pic-touche est effectuée. Quant à la motricité, là aussi, très rapidement, on va savoir si le malade a une atteinte motrice totale ou incomplète. Cet examen de la motricité et de la sensibilité, comme sus-décrit, seront faits au lit du malade une fois hospitalisé. Alors, chez l'enfant, on a dit que les lésions étaient rares, c'est 5% du total des atteintes rachidiennes. Il y a ce que l'on appelle le SIWORA. Le SIWORA, c'est le Spinal Cord Injury Without Radiologic Abnormality, c'est-à-dire qu'il y a une atteinte médulaire, l'examen de la motricité et de la sensibilité va révéler que la conduction ne se fait pas normalement au niveau de la moelle épinière, mais lorsque l'on fait des radiographies simples, l'on ne trouve pas de lésions vertébrales. Les lésions médulaires seront détectées par une imagerie plus fine telle que l'IRM.
Le choc spinal, nous en avons parlé tout à l'heure, il est consécutif aux atteintes rachidiennes sévères. C'est une altération physiologique transitoire qui rentre dans l'ordre 2 à 3 jours plus tard et durant ces 2 jours, le malade est soit paraplégique, soit tétraplégique. Alors, flaccidité totale, on n'est pas au stade de la spasticité, les membres sont flasques, il y a une aréflexie ostéotendineuse, il y a une perte des fonctions sensitives, il y a une perte du fonctionnement sphinctérien avec bradycardie et diminution ou baisse de la tension artérielle. Voilà, donc ce est réversible après une période de 3 jours. Les réflexes vont réapparaître dans un ordre bien donné avec la réapparition des réflexes cutanéo-abdominaux et ensuite ce sont les réflexes ostéotendineux qui vont réapparaître. Il est évident que, et je l'ai dit à un moment, avant l'examen clinique, de la motricité, de la sensibilité, découvrir si le malade est dans cet état de flaccidité, avec possibilité de retour, de réversibilité, il y a l'examen des fonctions vitales, la respiration et bien sûr une assistance s'imposera si le malade est en déficit respiratoire, avec toujours cette peur d'aggraver des lésions quand l'impact est cervical. Alors, on va imager cette présentation par des radios, des images scanners et des images IRM. En aucune manière l'on ne pourra être complet, mais je pense qu'elles seront suffisantes pour avoir un point de vue et une image globale, mais pas dans le détail de toutes les lésions rachidiennes. Alors ici, que voit-on? Nous sommes au niveau de l'odontoïde est là, et si vous comptez le nombre de vertèbres, nous sommes au niveau de D10. Et au niveau de D10, que voit-on? C'est l'IRM d'une petite fille âgée de 10-11 ans, et malheureusement, les circonstances de l'accident, je ne pourrais les répéter sans avoir des frissons. C'est un coup de couteau profond qui a totalement sectionné la moelle épinière à ce niveau-là. Et la malade s'est retrouvée paraplégique, ici sur une IRM T1, ici sur une IRM T2 et ici sur une coupe axiale. Section totale et donc le tableau de la paraplégie est complet. Des tableaux d'atteinte incomplète, c'est le syndrome, c'est l'atteinte centrale de la moelle épinière au niveau cervical, encore appelé syndrome de Kahn-Schneider. On a une diminution de la force musculaire au niveau des membres supérieurs, alors que les membres inférieurs sont indemnes, et avec possibilité de récupération de la force musculaire au niveau des membres supérieurs au bout de quelques jours, voire 1 à 2 semaines. Ici, les cornes postérieures et ici, les cornes antérieures, et l'atteinte est centrale, syndrome de Kahn-Schneider. À droite, l'atteinte est antérieure, c'est le syndrome qui est coordonal antérieur, et il y a une perte de la fonction motrice, puisque nous avons les faisceaux pyramidaux qui sont antérieurs au niveau de cette coupe axiale, de cette coupe transversale, et la sensibilité, les faisceaux de Gaulle-Burdack sont à ce niveau-là, alors que le faisceau de Gaulle-Burdack qui véhicule la sensibilité tactile, fine et profonde consciente sont postérieurs, sont là, et alors que le faisceau spinothalamique est à ce niveau-là, il est antérolatéral et il véhicule la sensibilité thermo-algésique. Ici, ce qui provoque
ce que l'on appelle couramment un syndrome de Brown-Séquard, c'est l'hémisection de la moelle. La moelle est sectionnée à moitié. Bien, on aura une atteinte motrice homolatérale et sensitive homolatérale pour la fine épicritique et profonde consciente, alors que l'on aura une atteinte de la sensibilité thermoalgésique contralatérale. Ceci se comprend puisque cette atteinte va léser le faisceau pyramidal du même côté, et à ce niveau-là, il n'y a plus d'équipsation, l'atteinte motrice va être homolatérale. Cette hémisection de la moelle lèse également les cordons postérieurs véhiculant la sensibilité fine épicritique et profonde consciente. L'atteinte sera homolatérale et cette hémisection lèse également la voie antérolatérale sensitive qui véhicule, qui est thermoalgésique, donc la température et la douleur. Ce faisceau décusse et donc on aura une atteinte contralatérale. Après cette étape clinique, d'examen clinique, qui va retrouver le niveau, c'est-à-dire qu'à la fin de l'examen clinique, on a une idée assez précise du niveau de la lésion. Atteinte paraplégique, on est en dorsale. Atteinte paraplégique ou paraparétique, on est en dorsale. Tétraparésie, tétraplégie, nous sommes en cervicale. Le niveau de la sensibilité, le niveau supérieur de la perte de la sensibilité va nous donner le dermatome et donc le niveau vertébral. Ceci est à confirmer par les examens radiologiques qui englobent la radio simple, examen assez précis mais qui reste de débrouillage puisque le scanner sur la tomodensitométrie est indispensable pour apprécier au mieux les lésions osseuses, les lésions discales, alors que l'IRM va aller dans l'examen précis des tissus mous tels que la moelle épinière et les ligaments. Alors, on parlait tout à l'heure, on a dit dès l'examen, après l'examen clinique, les examens radiologiques, il fallait savoir si les lésions étaient instables. Parce que si elles sont instables, il faut immobiliser ce cou, cette colonne cervicale, ou encore immobiliser ce dos, cette colonne thoracolombaire. Eh bien, les indicateurs généraux d'une instabilité sont, en 1, l'espace intervertébral, s'il est augmenté, et on va l'apprécier comparativement à l'étage sus-jacent et à l'étage sous-jacent. Bon, ici, il est d'égale hauteur. La hauteur en 1 est la même au niveau de l'étage sous-jacent qu'au niveau de l'étage sous-jacent. C'est une radiographie de profil d'un rachis normal. En 2, également instabilité, c'est-à-dire qu'il y a rupture du dispositif ligamentaire postérieur, du ligament sus-épineux, du ligament interépineux et éventuellement de ligament jaune et commun vertébral postérieur. Alors, ceci est observé lorsque la distance entre les apophyses épineuses est augmentée. Ce n'est pas le cas ici, mais dans certains cas, réellement, l'espace est augmenté comparativement aux étages sus et sous-jacents. Enfin, l'élargissement de l'espace interarticulaire à plus de 25%, ici en 3. Ou un quatrième facteur d'instabilité, c'est lorsque l'on a plus d'un niveau lésé sur le plan osseux, lorsque 2, voire 3 vertèbres sont lésées. Cela veut dire qu'il y a rupture des dispositifs de contention ligamentaire. Les radios simples, ce sont des radios, bien sûr, antéro-postérieures, ce sont des radiographies de profil. On peut aussi demander des
radiodynamique en flexion-extension. En exemple, pour faire le diagnostic d'une dislocation atloïdo-axoïdienne, c'est le malade qui va faire le mouvement de flexion et celui d'extension, et il faut faire attention à ce que ça ne soit pas le manipulateur qui prenne la tête et qui fasse ces mouvements. Il y a aussi le profil bouche ouverte qui peut nous montrer l'odontoïde et parfois quelques dégâts. Cependant, les radios simples sont très peu utiles en cas d'association de fractures des condyles occipitaux. Le Siwora, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'absence de lésions osseuses alors qu'il y a atteinte médulaire. Il est défini comme étant la présence d'une atteinte spinal cord injury, c'est-à-dire de la moelle épinière sur l'IRM, alors qu'il y a absence d'une fracture ou d'atteinte osseuse des corps vertébraux ou de l'arc postérieur. L'IRM peut nous montrer des images de myélomalacie. Une luxation a également pu se produire, c'est-à-dire qu'il y a eu rupture de ligament et elle s'est réduite spontanément. En se réduisant, la luxation et la réduction a pu provoquer cette lésion médulaire au stade de la réduction de la luxation, sans lésion osseuse visible à la radiographie du crâne. Alors, à tout seigneur, tout honneur, les lésions d'abord de l'atlas de C1, que l'on voit ici, et les lésions de l'axis que l'on voit ici. Alors, l'arc postérieur de l'atlas, l'arc antérieur, les apophyses articulaires, ici l'odontoïde, avec la dent de l'odontoïde, les apophyses articulaires, les lames de l'odontoïde et l'apophyse épineuse de l'axis. C1 ne possède pas d'apophyse épineuse. L'axis est la vertèbre la plus fréquemment lésée, représente 24% des fractures du rachis cervical. La 5e et la 6e vertèbre, ensemble, représentent un autre pourcentage de 39% de l'ensemble des fractures cervicales. Ici imagé C1 et ici imagé C2 avec l'odontoïde ici plaqué contre l'arc antérieur de l'atlas, les autres vertèbres cervicales de C3 à C7. Voilà, donc on va commencer par la première vertèbre qui est l'atlas. Elle reste assez rare, 2% de l'ensemble des fractures du rachis et 8% des fractures du rachis cervical. Les fractures sont de 3 types. La fracture de l'arc postérieur, ici. La fracture de Jefferson avec atteinte, fracture de l'arc antérieur, comme on le voit ici, et fracture de l'arc postérieur. Et enfin, une fracture unilatérale de l'arc postérieur, comme observé à ce niveau-là. Ces fractures sont causées par des traumatismes de haute énergie et parfois de basse énergie, comme réalisé chez le sujet âgé. Les fractures de l'axis. C'est la fracture du pendu, Hangman's fracture. Bon, ici, on n'a pas représenté le pendu, mais c'est aussi des fractures dues à une hyperextension forcée de la tête avec distraction généralement du cou. Les dislocations atloïdo-axoïdiennes, ici l'atlas et ici l'axis.
l'axis avec les masses latérales, l'arc postérieur, l'apophyse épineuse et ici l'odontoïde, alors que l'atlas, ici nous avons l'arc postérieur et ici l'arc antérieur. Sur une vue de profil, on ne voit pas cet arc. Sur une vue de profil radio simple, la moelle épinière est logée entre l'arc postérieur de l'atlas, la face antérieure de l'arc postérieur de l'atlas et la face postérieure de l'odontoïde, la moelle épinière est là. Vous comprenez bien que lorsqu'il y a une rupture des ligaments, et ils sont très importants, entre C1, C2, entre C1, C2 et le bord antérieur du tronc occipital, le bord postérieur du tronc occipital, lorsqu'il y a rupture, eh bien, la moelle risque d'être ou est sérieusement comprimée par l'odontoïde. Cet odontoïde va connaître une bascule vers l'arrière et avec ce mouvement de bascule vers l'arrière, elle va comprimer la moelle épinière, imagée ici en bleu. La moelle épinière est donc là-dedans et se retrouve ici. La bascule vers l'arrière, je répète, de l'odontoïde va fortement comprimer la moelle épinière et entraînant par là même des troubles neurologiques sévères. Voilà ici C2, voilà ici l'arc antérieur de l'atlas, voilà ici l'arc postérieur, et vous voyez bien que cette dislocation C1-C2, cet odontoïde qui connaît un mouvement de translation vers l'arrière, va comprimer la moelle épinière est là, au niveau du rachis, au niveau de C1, mais regardez ce qu'elle va connaître comme concavité antérieure ici. Il y a réellement un coup de poing sur la moelle épinière. La distance entre l'arc antérieur de l'atlas et la dent de l'odontoïde, entre le bord postérieur de l'atlas et le bord antérieur de la dent de l'odontoïde, est apprécié, il est de l'ordre de 3 mm chez l'adulte. Lorsque l'on soupçonne la présence d'une dislocation atloïdo-axoïdienne, on demandera des clichés dynamiques et comme je l'ai dit, c'est le malade qui va faire ce mouvement de flexion et d'extension. Si cette distance augmente alors qu'elle n'augmente pas chez le sujet non blessé, si cette distance augmente et devient supérieure à 5 mm, on parle alors de dislocation atloïdo-axoïdienne et le traitement n'est plus conservateur, il est généralement chirurgical. Voici ici un autre cas de fracture de l'axis. C'est une fracture basi-odontoïdienne. La moelle épinière donc est là au niveau de C3, C4, C5 et à ce niveau-là, elle fait C3 finit par lui faire un coude alors que la fracture est à ce niveau-là au niveau de l'axis. À droite, le malade opéré avec un dispositif postérieur qui fixe l'occiput et le rachis. Des lésions de C1, C2 associées, vous voyez ici l'arc postérieur de l'atlas et avec un œil aguerri et bien attentif, on voit qu'il y a une fracture à ce niveau-là de l'arc postérieur de l'atlas, alors qu'au niveau de C2, au niveau de l'odontoïde, on peut observer une fracture à ce niveau-là.
Là aussi, le traitement a été une fixation occipito-vertébrale par voie postérieure. Ici, un éclatement pratiquement de l'odontoïde, vous voyez sur ce scan. Alors le scan, c'est le meilleur examen pour l'analyse des dégâts osseux. On voit bien, ici sur une coupe axiale, les dégâts au niveau des masses latérales et de l'arc postérieur de l'odontoïde. Encore une autre image d'une atteinte basio-odontoïdienne, ici, de face, basio-odontoïdienne, qui ressemble à s'y méprendre au cliché que l'on vient de voir juste avant. Et ici, une atteinte, là aussi, des masses latérales et des lames de C2, et de la lame gauche de C2. Le corps de C2, ici, éclaté. L'odontoïde à ce niveau-là, voyez ces multiples fractures au niveau de l'atlas. Regardez ici, une dislocation atloïdo-axoïdienne, ce coup de poing de l'odontoïde sur la moelle épinière qui vient pratiquement l'étrangler, la coincer entre l'arc postérieur et la pointe de l'odontoïde. Il y a, à ne pas s'y méprendre, une dislocation atloïdo-axoïdienne. L'espace C1, C2 est agrandi supérieur à 5 mm. La fracture du pendu, c'est une fracture bilatérale de C2 ou fracture des deux pédicules, fracture bipédiculaire, comme on le voit ici. On a dit quelques mots tout à l'heure et on avait dit que le mécanisme était en hyperextension, une hyperextension conduisant à la fracture bipédiculaire. Les fractures de C2, on a déjà donné ces chiffres, même, voilà, 19% de l'ensemble des fractures du rachis, 55% des fractures cervicales. Et au sein de ce pourcentage des fractures de C2, la fracture du pendu compte pour quelque chose comme 23%. Le rachis cervical inférieur, souvent dû à des mécanismes d'accélération, décélération, c'est un peu ce que l'on avait vu à l'occasion de la présentation sur les traumatismes crânio-encéphaliques et ce qui conduit à la lésion du cou contre cou. Voilà, un mécanisme d'hyperflexion, un mécanisme d'hyperextension, le tout accentué va entraîner des lésions du rachis cervical. Ici, un exemple d'atteinte de C1, C2, C3, C4, C5. L'atteinte est cunéiforme, antérieure, donc c'est la partie antérieure du corps vertébral. Et alors, il faut savoir que 65% de ce type de lésions sont localisées au niveau de C5. Les espaces C4, C5, C5, C6 sont les plus fréquemment lésés. Et ici, à droite, une fixation par plaque, vis et greffon. Une atteinte de C7 ici, là c'est une fracture longitudinale du corps de C7 avec pénétration d'un fragment au sein du canal médulaire. Il faut toujours avoir à l'esprit et essayer d'imaginer le trajet de la moelle épinière. Regardez ici, donc elle est là, cet espace est sain, mais ici, regardez l'empreinte du fragment osseux sur la moelle épinière. Voilà, ici nous avons une distance de 10 mm
alors que cette distance est réduite ici à 7 mm 5. L'intervention doit avoir pour but de lever cette esquisse, cette importante esquisse dans le canal médulaire, mais aussi de réduire, de réaligner le rachis cervical. On voit bien ici qu'il y a aussi luxation. Alors, comment prendre en charge un blessé médulaire, un patient victime d'un traumatisme du rachis? Alors, tout polytraumatisé, quel qu'il soit, doit être considéré comme un blessé médulaire jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire, c'est l'examen clinique et éventuellement, s'il y a des doutes, ce sont des radiographies. Ceci afin de prévenir une aggravation de lésions préexistantes ou à l'inverse, alors qu'il y a instabilité, de provoquer des lésions. Pour cela, donc, les minerves ou colliers cervicaux et également l'immobilisation sur plan dur avec ces ceintures qui immobilisent totalement et parfaitement le rachis thoracique et lombosacré. Donc, le ramassage est important. Les éléments, les gens de la protection civile savent le faire, mais ont-ils toujours ces minerves cervicales, ces colliers cervicaux et ces plans durs pour rachis dorsolombaire? Ce n'est pas sûr. Le malade arrive à l'hôpital, ces premières dispositions ont été prises, c'est bien, elles n'ont pas été prises, cela va se faire au niveau du pavillon d'urgence. C'est un blessé médulaire, le diagnostic est fait, c'est un traumatisé du rachis. Y a-t-il opportunité à instituer des corticoïdes? Alors, il faut savoir qu'avec la fin du siècle dernier, de 1990 à 2005, c'était de mode et on instituait un traitement avant la fin de la 8e heure, lorsque le blessé était reçu dans les 8 heures, on instituait un traitement au solumédrol avec un bolus de 30 mg par kilo, suivi par une injection ou un soluté en intraveineux qui renfermait, qui contenait 5,4 mg par kilo et par heure. Alors, les partisans de cette attitude sont de moins en moins nombreux et le sujet reste à ce jour controversé et matière à débat. Alors, un malade qui est inconscient, qui serait donc comateux ou encore en insuffisance respiratoire, il a été intubé avec les précautions d'usage, et comme je l'ai dit, ne pas porter cette tête en hyperextension, il faut l'immobiliser. Tout malade comateux, jusqu'à preuve du contraire, est victime également d'une atteinte cervicale. Alors, même si la radio simple ne montre pas de dégâts osseux, le malade peut présenter une hernie discale post-traumatique aiguë. Et pour cela, la seule manière de faire le diagnostic est une IRM. Donc, avant de dire ou d'annihiler, encore une fois, d'épargner, d'évacuer le diagnostic de traumatisme du rachis cervical chez un malade comateux, il faut faire une IRM. Et c'est très important, et l'erreur a été parfois commise. L'immobilisation externe pour un rachis, pour une lésion du rachis dorsal ou une lésion du rachis lombosacré, vous le voyez sur cette image. Alors, pour le rachis cervical,
Les radiographies ont montré ou ont prouvé la présence d'une instabilité rachidienne. Il y a une luxation, il y a des dégâts osseux, luxation, fracture, il y a une instabilité atloïdo-axoïdienne. Eh bien, il s'agit de rétablir l'alignement. Et on rétablit l'alignement par ce que l'on appelle une traction cervicale. Le but, c'est d'étirer le rachis cervical, de réduire les dégâts osseux, la luxation, par une traction transcrânienne. Cette traction transcrânienne se fait par le biais, ici, beaucoup d'étriers, beaucoup de types d'étriers, par un étrier dit de Crutchfield ou un étrier dit de Gardner. Alors, la traction cervicale commence avec un poids de 2 kg et puis on augmente cette charge jusqu'à atteindre le 10e du poids du malade. Si l'appréciation du poids du malade est autour de 70 kg, eh bien on arrivera à 7 kg. La réduction est obtenue, et c'est tant mieux, le traitement chirurgical aura pour but de conserver ce bénéfice, cette amélioration. Si maintenant, en dépit de la traction cervicale, la réduction des dégâts osseux, de la luxation ne se fait pas, alors la réduction sera sanglante et sera chirurgicale par voie postérieure le plus généralement. Quels sont les buts de la chirurgie? Le but de la chirurgie, c'est de rétablir une stabilité immédiate. La chirurgie doit se faire dans le cadre de l'urgence, sauf si il y a des troubles respiratoires et que la réduction ait été obtenue par la traction transcervicale. On peut surseoir et attendre 24-48 heures. Les avis diffèrent suivant les écoles et les auteurs. Le but de la chirurgie, c'est aussi de favoriser, d'améliorer la contention entre les vertèbres, de diminuer l'immobilisation. Un malade chez qui la réduction a été obtenue et chez qui la fixation par ostéosynthèse plus ou moins greffon, eh bien nous allons réduire l'immobilisation post-opératoire et ainsi le malade pourra commencer très tôt sa rééducation et son nursing. Donc voilà, permettre une mobilisation précoce et faciliter le nursing et la rééducation. On va peut-être faire des redites, mais bien fixer les idées. C'est donc décomprimer la moelle épinière, c'est un but du traitement, c'est le but essentiel du traitement chirurgical. Restaurer la stabilité vertébrale ou de la colonne vertébrale, on en a parlé. C'est programmer une réhabilitation précoce, on en a parlé. Et il faut dire que cette chirurgie sera d'autant plus, aura une indication d'autant plus rapide dans les heures qui suivent la réception du malade, que l'on voit le malade se détériorer sur les plans motrices ou sur les plans moteurs et sensitifs. Voilà, donc nous allons imager notre présentation par quelques cas de malades opérés. Donc le rachis cervical peut être opéré, mais les indications sont bien définies, on ne pourra s'étaler. Donc peut être opéré par voie antérieure, antérolatérale, en avant du muscle sternocléido-mastoïdien, en écartant le paquet vasculaire et le paquet vasculaire en dehors et le paquet œsophagien, trachéo-œsophagien en dedans. Bon, on se retrouve rapidement sur la face antérieure du rachis et ici, donc, on voit bien le dispositif d'ostéosynthèse
plaque vissée. Et ici, on réussit à voir quand même le greffon intercalé entre C4 et C5. Voilà, ici, le même malade, on voit peut-être mieux ici le greffon. Un abord postérieur pour cette fracture bipédiculaire de C2, fracture du pendu, ou Angmans fracture, on la voit ici. Et là, c'est un dispositif occipito-vertébral. Et vous voyez, alors là, voilà, en même temps, on parle aussi des complications. Vous voyez que la lame de droite chez le malade s'est désolidarisée de l'occiput et c'est un malade qu'il a fallu reprendre. Donc, entre autres complications de la chirurgie rachidienne pour traumatisme du rachis, c'est bien sûr, on le verra tout à l'heure, l'infection et toutes les complications inhérentes à la chirurgie, mais en plus, cette désolidarisation ou encore parfois des ruptures, des fractures du matériel d'ostéosynthèse. Pour imager qu'il y ait quelques couleurs dans cette présentation, un abord postérieur, ici l'occiput, donc le revêtement cutané a été incisé, l'aponévrose, les muscles occipitaux commencent à être désinsérés, bien, on les a désinsérés un tout petit peu ici. Là, à ce niveau-là, c'est le rachis cervical haut, c'est-à-dire C1, C2, C3. Là, donc, les muscles sont bien désinsérés de l'occiput. Et là, ils sont désinsérés. Si on devait compter les vertèbres, nous sommes au niveau de C5, C6. Alors, cette diapo aurait dû précéder celle qui vient de passer, l'incision cutanée, donc occipito, rachis cervical, l'incision cutanée. Bon, là je dis qu'il faut avoir à l'esprit que l'os occipital peut être plus fin chez le sexe féminin que chez le sexe masculin. Donc, parce que si l'on doit fourrer des vis, l'avoir toujours à l'esprit. Voici le malade, donc il n'est pas en face de l'opérateur, mais il est en position latérale. La tête est de ce côté, le rachis est de ce côté, l'occiput ici, la désinsertion qui commence, la mise en place des crochets qui commence. Ici, les plaques, les tiges, les plaques, voilà, qui ont été façonnées. Et ici, vous voyez donc, juste avant de fixer sur l'os occipital, voilà, ici, fixé au niveau vertébral, au niveau du rachis. Et ici, bon, c'est pratiquement la fin de l'intervention, donc fixé totalement, les crochets mis en place et fixation aussi totale, donc bilatérale des deux côtés. C'est un abord postérieur fait pour une dislocation athloïdo-axoïdienne post-traumatique. Bien sûr que la fermeture doit se faire plan par plan et étanche. L'abord peut être aussi postérieur, oui, c'est le même malade, opératoire, postérieur, et puis antérieur, un abord double postérieur et antérieur parce qu'il y avait deux niveaux lésionnels, l'un au niveau du rachis cervical haut et l'autre au niveau du rachis cervical bas. Le rachis dorsal, là aussi, il s'agit de réaligner donc les vertèbres avec une fixation interne. C'est aussi valable pour le rachis cervical, on ne l'a pas dit, mais en cas d'existence d'hématome, il s'agit de l'évacuer, d'évacuer les fragments osseux vertébraux
éventuellement des corps étrangers ou du disque intracanalaire, et parfois, comme pour le rachis cervical, de remplacer une vertèbre fracturée par le biais d'un greffon osseux. Les repères sont donc la réparation de la fracture, de la subluxation, la dislocation, des éclatements vertébraux et aussi des fractures compression au niveau donc dorsal. Les abords peuvent être antérieurs, on les cite sans les détailler, transthoraciques et thoracoscopiques, des abords postérieurs avec comme but une fusion thoracique et mise en place d'ostéosynthèse, une voie d'abord transpédiculaire avec fixation par vis, un abord aussi qui peut être costo-transversaire avec fixation pédiculaire, ou un abord encore par voie costo-transversectomie avec fixation pédiculaire par vis et éventuellement cage intercorporéale mise en place. La laminectomie, qu'il s'agisse au niveau cervical ou encore au niveau thoracique, sera à éviter tant que possible. Parce que la laminectomie, voici, donc les lames sont là. La laminectomie devrait emporter donc ceci, les lames et l'épineuse, mais elle emporte avec elle aussi des ligaments, le ligament jaune, le ligament interépineux, le ligament susépineux, et elle peut déborder malencontreusement sur les apophyses articulaires. Alors si au niveau dorsal, le dispositif costal est là pour assurer une partie de la stabilité, au niveau cervical, cela pourrait être à l'origine d'instabilité post-opératoire, donc surtout si on ronge une partie de la face interne des apophyses articulaires. Voici ici un traumatisé du rachis dorsolombaire. Nous sommes ici en L1, L2, voici D12 avec les dernières côtes, L1, L2, et ici nous sommes en L3, L4, voici L5, le sacrum, L5, L4, L3, L4, et la mise en place donc de ce dispositif après réduction, dispositif de fixation intervertébrale. Notre attitude d'une manière générale. Donc le malade est admis, il est examiné, les examens radiologiques sont faits. Il y a instabilité, il y a luxation, particulièrement, il s'agit de réduire au niveau cervical. Cela va être réalisé par le biais de la traction transcrânienne, avec des signes de sévérité, et alors que l'instabilité a été réduite. Et là, je parle du malade tétraplégique complet avec le trouble respiratoire. Le malade est hospitalisé en unité de réanimation jusqu'à stabilisation des différents paramètres par le médecin anesthésiste réanimateur. Et ensuite, il est opéré. Donc, on peut marquer un temps d'arrêt, le temps que le malade soit stabilisé en unité de réanimation lorsque ce dernier présente des signes de gravité. Sans signe de gravité, le malade ayant connu une réduction de ses dégâts de luxation et dégâts fracturaires, le malade est opéré le plus tôt possible et le meilleur. Les complications du malade tétraplégique, paraplégique, tétraparétique, paraparétique, gardé au lit, donc avant l'intervention, mais aussi après l'intervention,
ce sont les infections de l'appareil urinaire, le sondage vésical, ce sont les escarres dus au non-retournement du malade, parce que le malade est tracté, il ne s'agit pas de retourner le malade toutes les 3 heures, comme chez le comateux traumatisé du crâne. Ce sont les accidents thromboemboliques, et là le médecin réanimateur aura toute la diligence pour instaurer un traitement anticoagulant. C'est la douleur post-opératoire ou la douleur, même s'il y a eu un traitement conservateur, mais la douleur qui s'installe à moyen et long terme. Des traitements médicaux existent et en cas de caractère rebelle au traitement médical, il existe une issue neurochirurgicale, c'est la dorsal root intrisomtomie, dont on pourra en parler dans une présentation ultérieure en parlant du traitement chirurgical de la douleur rebelle au traitement médical. La spasticité qui s'installe, spasticité qui va s'installer à moyen terme et à long terme, là aussi la médication existe. La médication, si la médication n'est pas suffisante et s'il est en présence d'une spasticité handicapante, disabling spasticity et rebelle au traitement médical, une ressource neurochirurgicale, c'est toujours la dorsal root intrisomtomie. Bien sûr que plus tôt est instituée la rééducation et cela vaut mieux pour le patient. Voilà ici des cas de complications post-opératoires. Ici, mise en place de la plaque vissée, et regardez ici sur un contrôle scanographique post-opératoire, alors que le malade présentait une monoparésie d'un membre supérieur, on voit ce fragment se pénétrer dans le canal rachidien, et on le voit bien sur cette coupe axiale. Les perspectives d'avenir, ce sont ces molécules densantes sur rachis fixé, donc la stabilité a été instituée, rétablie, stabilité de la colonne vertébrale, et les molécules forment des nanofibres qui vont se mouvoir, réalisant une communication avec les cellules repérées au niveau de la moelle épinière blessée. Thérapie avec les cellules embryonnaires, stem cell thérapie, injection de ces cellules, technique d'injection de ces cellules qui vont booster la réparation du tissu médulaire, mais ceci n'est pas généralisé et certains auteurs restent non pas sceptiques, mais attendent que la preuve soit réellement établie quant à leur efficacité. Voilà ce que j'avais à dire donc pour les traumatisés ou les blessés médulaires, traumatisés du rachis cervical, du rachis thoracolombaire. On retiendra donc le bon ramassage, et ce sont des messages que l'on devra faire à ceux qui sont dans ces ambulances et qui rendent d'énormes services, qui recueillent ces malades. Donc il faut bien les immobiliser. Si cela n'a pas été fait, bien les immobiliser au niveau du pavillon d'urgence, les examiner, faire un bilan radiologique, radiographie simple et IRM chez le malade traumateux, je le répète, parce qu'une hernie discale, alors qu'il n'y a pas de dégâts osseux, peut être présente, et envisager le meilleur traitement dans des équipes spécialisées et initiées à ce type de chirurgie. Voilà, je vous remercie en espérant étant bénéfique et compréhensif.
Chers confrères, chères consoeurs, pour de plus amples informations sur les tumeurs intracrâniennes, sachez que en date de juin 2021, nous avons publié un manuel, un livre de 275 pages sur les tumeurs intracrâniennes, en collaboration avec le docteur Hamoum, neuroradiologue des hôpitaux d'Alger, de l'hôpital Aïn Adja en particulier, actuellement au sein d'une structure privée, et aussi de Madame Abdelnebi, neuropathologiste, qui a longtemps exercé donc en cette qualité au niveau de l'hôpital Parné. Un livre manuel qui est donc écrit par une équipe dans un cadre intégré, et pour chacune des tumeurs dont nous avons parlé et celles que nous avons oubliées volontairement, donc l'aspect clinique, l'aspect à l'imagerie, l'aspect en neuropathologie et la conduite à tenir, avec ce qui manquait aujourd'hui, les voies d'abord, comment opérer et les résultats donc de cette prise en charge. Ce livre est disponible au niveau de la maison d'édition Dar El Jazair, 6 à Birkadem. Vous allez avoir en à côté, donc sur l'image, le livre et l'adresse exacte et les téléphones pour ceux qui seraient intéressés à l'acquérir. Voilà, je vous remercie et en espérant avoir été utile dans une transmission d'informations scientifiques. Merci.